Gary. Bonjour, chers amis. Heureux de vous retrouver pour une émission exceptionnelle, enregistrée dans un endroit idyllique, Pomos, le restaurant Kamali à Pomos, avec cette vue que vous voyez derrière moi, une vue sensationnelle. Pomos, c'est un tout petit village au bord de la mer, au nord-ouest de l'île de Chypre, où je me trouve depuis un peu plus d'une semaine. J'ai tenu à faire cette émission aujourd'hui, parce que nous sommes le 15 juillet. Cette date ne vous dira pas grand-chose. Mais le 15 juillet est une date importante ici à Chypre, une date néfaste, une date triste, une date de recueillement. Car c'est le 15 juillet 1974 que des milliers de soldats turcs ont été vomis sur les côtes nord de cette île magnifique que l'on surnomme l'île d'Aphrodite, lieu présumé de la naissance d'Aphrodite. Native, si l'on en croit la tradition et la légende, de la région de Paphos, c'est tout près d'ici. Donc c'est au nord de cette île, sur les côtes nord, du côté de Kyrenia, que le 15 juillet 1974 a été lancée l'opération Attila, la bien nommée. Cette opération consistait à envahir l'île de Chypre, soi-disant pour protéger la minorité turcophone, alors qu'en fait, le plan était établi depuis fort longtemps et que depuis fort longtemps, la Turquie nourrissait des sentiments irrédentistes à l'égard de Chypre, comme l'Italie en a longtemps nourri à l'égard de la Corse. Et donc, en 1974, il y a eu un coup d'État militaire avorté au sein de la garde nationale chypriote qui a renversé le président de la République, Monseigneur Makarios, l'archevêque de l'île, l'archevêque orthodoxe, et également père de l'indépendance. C'est lui qui a mené le combat pour l'indépendance face aux Britanniques, indépendance obtenue en 1960. Et Monseigneur Makarios ensuite a été le premier président de la République de Chypre. Il est mort en 1977. Hier, j'ai visité son mausolée. Je suis allé sur sa tombe, qui se trouve dans la montagne, au-dessus du monastère de Kikos, à l'intérieur de l'île. Monseigneur Makarios avait été novice quand il était jeune dans ce célèbre monastère orthodoxe. Donc en 1974, il y avait eu un coup d'État stupide, téléguidé par les colonels d'Athènes, qui étaient encore au pouvoir à l'époque en Grèce, en vue d'accomplir l'énosis, c'est-à-dire l'unité entre Chypre et la Grèce. Alors, ce coup d'État n'a pas duré parce que aussitôt Monseigneur Makarios, qui se trouvait à l'étranger, a dénoncé ce coup d'État. Il a dénoncé à la tribune des Nations Unies, mais ça n'a pas empêché les autorités turques de l'époque d'envoyer cette opération Attila en territoire chypriote sous le prétexte de protéger la minorité turcophone de l'île, alors que cette minorité n'était absolument pas en danger. Et malgré la fin du coup d'État dont je viens de parler, ça n'a pas dissuadé les autorités turques de procéder à cette opération et à y rester à Chypre, puisque 47 années plus tard, ils y sont encore, pas très loin d'ici, au nord de l'île. 38% du territoire chypriote, du territoire national chypriote, est encore occupé, 47 ans plus tard, par l'armée turque.
40 000 soldats turcs campent dans cette partie de Chypre. La zone la plus belle, les terres les plus fertiles pour l'agriculture, les plus belles plages se trouvent en zone occupée par la Turquie. La Turquie a profité de l'aubaine pour envoyer ses indésirables. 200 000 colons d'Anatolie ont été envoyés pour peupler Chypre Nord dans les années qui ont suivi l'invasion. C'est ce que l'on appelle colonisation de peuplement, c'est ce que l'on dénonce à corps et à cri quand il s'agit d'Israël dans les territoires disputés sous le contrôle d'Israël, mais pour des raisons incompréhensibles, cette même politique, bien pire, parce qu'il s'agit de 200 000 colons pour 100 000 chypriotes turcs, donc il y a, dans la zone occupée, il y a 2 habitants sur 3 qui sont des colons, eh bien personne ne dit rien. Lorsque l'armée turque a envahi l'île en 1974, elle a procédé à un nettoyage ethnique. Elle a chassé tous les hellénophones, tous ceux qui parlaient grec. Elle a chassé tous les chrétiens, majoritairement des orthodoxes, qui se sont déplacés vers le sud, là où dans le sud de l'île, dans la zone où je me trouve alors que je vous parle. Beaucoup de Chypriotes que je rencontre tous les jours ici sont originaires du nord de l'île. Ils ne peuvent pas y retourner. Ils ont tout perdu en 1974. Leurs biens, leurs appartements, leurs maisons, leurs terres, leurs hôtels, leurs commerces ont tous été confisqués. Ils ont été chassés, on les a spoliés. Et ces biens ont été redistribués à des colons turcs. Et ça, on n'en parle jamais. La Turquie semble intouchable. Et ça s'est passé en 1974, bien avant Erdogan. Et Erdogan a continué et intensifié cette politique, bien sûr. Je voudrais aussi avoir un mot pour les soldats chypriotes qui ont été capturés en 1974. Et pour une grande partie d'entre eux, on est toujours sans nouvelles. En fait, on sait très bien qu'ils ont été assassinés et jetés dans des tombes collectives, pas des tombes, dans des fosses communes. Les Turcs ne faisaient pas de prisonniers. Et cela n'a pas été condamné. Et encore aujourd'hui, des familles éplorées parmi ceux qui ont fui le nord de l'île, et pas seulement, parce que les conscrits venaient de toute l'île. Il y a beaucoup de familles éplorées qui ne savent toujours pas ce que sont devenus leurs jeunes hommes, leurs fils, leurs maris, leurs pères en 1974. Nul doute malheureusement qu'ils ne sont plus de ce monde. Il n'y a eu aucune sanction contre les criminels de guerre qui ont enfreint ainsi les lois de la guerre en assassinant des prisonniers de guerre. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de rappeler au monde, aussi modeste soit ma chaîne YouTube, de rappeler au monde l'existence de ce problème. Car 47 ans plus tard, l'île est toujours divisée. Nicosie, la capitale où je me trouvais il y a 2 ou 3 jours, Nicosie est la dernière capitale au monde à être coupée en 2. Il y a Nicosie Sud, qui est la capitale de Chypre, où siège le gouvernement, le Parlement, et Nicosie Nord, qui est sous occupation. Oh oui, je sais, vous allez me dire, il existe un État au nord. Mais cet État, il a été créé de toutes pièces par l'occupant turc. En 1983, en effet, les occupants ont suscité la création de la République turque de Chypre Nord, dont la capitale est Nicosie Nord, et qui a son propre emblème, qui ressemble beaucoup au drapeau turc. Mais c'est un État fantoche,
qui n'est reconnu que par Ankara et qui est aux ordres d'Ankara, qui dépend pour sa survie économique, financière d'Ankara. Car cet État qui n'est pas reconnu est soumis naturellement à des sanctions internationales. Il ne peut pas avoir des relations normales avec le reste du monde. Alors que Chypre, depuis 2004, est membre de l'Union européenne. Et donc la République de Chypre bénéficie de l'aide de l'Union européenne, alors que cette aide ne profite pas aux habitants du Nord. Il y a aujourd'hui une grande disparité de développement entre le Nord et le Sud. Le Nord sous occupation et le Sud qui est un État d'Europe comme d'autres. Erdogan a aggravé la situation, car désormais, depuis qu'il a fait un voyage qualifié d'historique dans la zone nord de Chypre il y a quelques mois, il ne se cache plus et il a jeté bas le masque. Il se prononce désormais pour un État séparé, pour deux États à Chypre, à savoir un État au nord, un État au sud. Un État au nord qui serait un État turc et un État au sud qui serait, entre guillemets, un État grec. Alors que Monseigneur Makarios, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est toujours voulu le président de tous les Chypriotes et que la Constitution de 1960 prévoyait un poste de vice-président issu de la minorité turcophone, des postes de ministres, de vice-ministres issus de la communauté turcophone, alors que cette minorité qui ne représentait à l'époque que 12% de la population était surreprésentée au Parlement. Il ne s'agissait donc pas d'une minorité opprimée. Même si c'est vrai, l'île est à majorité hellénophone, l'île est à majorité orthodoxe, l'île a une très longue histoire. Je parlais d'Aphrodite tout à l'heure. Issue de la culture hellène, les liens avec la Grèce sont très forts, les liens culturels, sentimentaux. L'ennemi commun ottoman a joué un grand rôle dans ce sentiment de, comment dirais-je, d'adhésion qu'éprouve la majorité des Chypriotes à l'égard de la Grèce. Mais aujourd'hui, depuis 1960, Chypre est un État indépendant. Même s'il a des affinités avec la Grèce, même si on voit le drapeau grec flotter un peu partout, parce que ce drapeau grec représente, c'est le symbole de la lutte contre l'Empire ottoman, contre la domination ottomane, contre les persécutions ottomanes. Donc, et c'est aussi le drapeau de l'Église orthodoxe, qui est la même en Grèce et à Chypre. Donc, les liens sentimentaux sont très forts. Et cette indépendance, malgré tout, doit être préservée, l'indépendance de Chypre. L'indépendance de Chypre, en fait, permet de respecter mieux les droits de la minorité. Car si l'union, les gnosis, entre Chypre et la Grèce avait eu lieu, alors peut-être que la situation de la minorité turque aurait été plus difficile. Mais là, nous avons une île où les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs sont Chypriotes avant tout. Et j'ai entendu dire, même si je n'en ai pas rencontré personnellement, j'ai entendu dire que beaucoup de Chypriotes turcs regrettent cette invasion turque et qu'aujourd'hui, ils préféreraient 1000 fois faire partie d'un ensemble chypriote, multiconfessionnel, multilinguiste, dans le respect de la culture des uns et des autres, plutôt que d'appartenir à une petite entité qui n'est reconnue par personne, soumise aux sanctions internationales et sous domination du grand voisin turc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un habitant sur 3 est chypriote turc dans la zone sous occupation. Et les chypriotes turcs ressentent avec beaucoup de malaise cette présence de colons turcs
avec lesquels ils ont peu en commun. Les Chypriotes turcs étaient relativement libéraux en matière de religion, ce qui n'est pas le cas des paysans qu'on envoie ou des chômeurs qu'on envoie d'Anatolie pour peupler l'île de Chypre. Voilà, j'ai parlé un petit peu dans tous les sens, mais le but de cette vidéo en ce 15 juillet 2021 était de rappeler que ce problème chypriote existe encore, que 47 années plus tard, il y a toujours des casques bleus à grands frais, parce que ça coûte cher une opération des Nations Unies. Il y a toujours des casques bleus qui occupent la zone neutre entre le nord et le sud, qui patrouillent inlassablement dans cette zone neutre et à Nicosie et dans d'autres endroits. Je voudrais rappeler aussi que cette question chypriote n'est que le flanc sud d'un problème beaucoup plus vaste. Car au mois de décembre dernier, par exemple, je me trouvais en Artsakh, au Haut-Karabakh, où le peuple du Haut-Karabakh s'est vu nier son droit à l'autodétermination et a subi une nouvelle guerre d'agression de la part de l'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie. Et qu'il s'agit donc du même problème, du problème du néo-ottomanisme, du problème de l'expansionnisme turc. On pourrait également parler des eaux de cette mer que vous apercevez, qui sont convoitées par la Turquie, car paraît-il, il y a beaucoup de gaz, peut-être même de pétrole dans cette mer, et que la Turquie veut s'approprier une vaste zone économique exclusive aux dépens de Chypre, aux dépens de la Grèce, et qu'elle a envoyé des navires de prospection. Donc tout cela, c'est un problème unique. Arménie, Artsakh, Chypre, c'est le même problème. Et il faudrait qu'un jour l'Union européenne se réveille, qu'une diplomatie européenne envoie un message clair à Erdogan en lui disant cette occupation, cette division de l'île a assez duré et qu'aujourd'hui il faut que ce problème cesse et que Chypre retrouve son unité dans le respect, encore une fois, des droits des minorités et que enfin Nicosie ne soit plus une capitale divisée, qu'enfin cette île soit une île avec un gouvernement central chypriote qui comprendrait des personnes issues de la minorité turque et de la majorité hellénophone. Cette situation, encore une fois, n'a que trop duré. Et pour terminer, je voudrais lancer un appel solennel à Gilles Simeoni, à Madame Maupertuis, la nouvelle présidente de l'Assemblée territoriale de Corse, que je salue tous les deux. J'ai longtemps, souvent parlé du problème chypriote avec le regretté Edmond Simeoni, dont j'étais proche. Et Edmond Simeoni m'avait fait part de tout l'intérêt qu'il portait et de toute la sympathie qu'il avait pour Chypre et pour son peuple. Donc aujourd'hui, je voudrais lancer un appel à la nouvelle génération du nationalisme corse. Gilles Simeoni, réélu président du Conseil exécutif de Corse. Madame Marie-Antoinette Maupertuis, nouvelle présidente de l'Assemblée territoriale de Corse. S'il vous plaît, en ce 15 juillet, faites voter une résolution de solidarité envers Chypre. Établissez des liens entre Chypre et la Corse. L'Université de Corse pourrait très bien nouer des liens avec les universités ici à Chypre. Deux mots peut-être pour le candidat malheureux des dernières élections territoriales en Corse, M. Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio. Eh bien, figurez-vous qu'Ajaccio est censé être jumelé avec Larnaca, une des principales villes de Chypre. Or, depuis plusieurs décennies, il semblerait que ce jumelage entre les deux villes soit tombé dans la mer Méditerranée, dans un profond sommeil. Donc, M. Marcangeli, contactez votre homologue, le maire de Larnaca, redonnez vie à ce jumelage entre ces deux villes.
Monsieur Savelli, maire de Bastia, pourquoi ne pas établir un jumelage entre Bastia et Paphos, par exemple, où j'ai séjourné, Paphos, qui est une ville de population comparable, et qui est un port également de Chypre, une ville à l'histoire millénaire, avec un champ de ruines d'une cité antique et des mosaïques admirables. Ça serait formidable d'avoir un jumelage entre Bastia et Paphos. Voilà, ce sont des bouées à la mer que je lance dans la mer Méditerranée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre émission.